discussion entre experts pour les professionnels de la petite enfance. Bonjour, bonsoir, il est 18h, c'est l'heure du couvre-feu, mais c'est aussi l'heure de la grande causerie. Bienvenue à toutes et à tous. Cette grande causerie qui clôture notre mois de rencontres digitales dans le cadre du grand forum des tout-petits. On a fait beaucoup de podcasts, certains vous les avez écoutés bien sûr, d'autres sont toujours disponibles. Certains de vous nous écoutent dans leur voiture, dans le métro, dans leur salon, et puis d'autres regardent devant leurs écrans et nous les saluons. Bienvenue à tous, je vais enlever mon masque, on a les distances de sécurité, donc on peut enlever les gestes barrières. Je suis le docteur Gérald de Kierzek, médecin urgentiste, directeur médical du site Doctissimo et chroniqueur médical sur TF1 LCI. Et j'ai le plaisir d'animer ce soir cette grande causerie professionnelle pour des professionnels. Alors on est tous professionnels de santé, de la petite enfance, de la psychologie. Ici on va parler des 1000 premiers jours de vie avec des experts qui nous livrent en direct leurs connaissances, leurs avis, leurs analyses. Vous allez voir, c'est très varié, des sociologues aux psychologues en passant par des pédiatres et ses avis, ses analyses sur des sujets d'actualité qui touchent nos tout-petits. Cette période fondatrice pour tous nos enfants est depuis une année maintenant bousculée. On est en pleine crise sanitaire, en pleine crise du Covid-19, Covid-20, Covid-21 maintenant puisqu'on est en 2021 qui nous pousse en tant que professionnels de santé à nous adapter et à proposer des accompagnements sur mesure pour les familles, pour les bébés qui sont très perturbés par ce que leur impose la pandémie. Pour aborder tous ces sujets, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés en studio Madame Pascale Ebel. Bonsoir Pascale. Bonsoir. Directrice du pôle consommation et entreprise au Crédoc. Nous avons en ligne, vous allez voir, beaucoup d'experts en plateau, pas beaucoup de monde, gestes barrières oblige. En ligne de Bordeaux, le docteur Catherine Salinier. Bonsoir Catherine. Catherine qui est pédiatre et vice-présidente du Forum des tout-petits. Est-ce que Catherine nous entend ? Oui, je vous entends. Voilà, et on voit un petit signe de la main. Bonsoir Catherine. En direct de Lyon, vous allez voir, on fait vraiment un tour de France. On est aux quatre coins de la France. Hélène Romano en direct de Lyon, psychothérapeute. Hélène est spécialisée dans la prise en charge des blessés psychiques notamment. Et nous avons le grand plaisir de l'avoir parmi nous. Bonjour Hélène. Bonsoir à tous. Notre tour de table continue avec la présence de Damien Conaré. Damien Conaré qui est secrétaire général de la chaire UNESCO Alimentation du Monde et qui, lui, il n'est pas à Bordeaux, il n'est pas à Lyon, il est à Montpellier. Damien, bonsoir. Bonsoir. Et pour terminer, nous avons en ligne Benjamin Cavalli, directeur du programme Malin, dont l'objectif est d'aider les familles en difficulté. Vous allez voir qu'on va en parler parce qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne dans cette crise. Et son objectif, c'est d'améliorer la nutrition des enfants de 0 à 3 ans. Bonjour Benjamin. Bonsoir. Alors vous êtes où vous ? Eh ben moi je suis à Montrouge. Ah ben voilà, pas très loin de Paris. Chers auditeurs, merci de votre présence à cette grande causerie à laquelle vous êtes invités à prendre la parole, bien sûr, via un module de chat qui est situé, alors écoutez-nous bien, soit à droite de votre écran si vous êtes connecté depuis votre ordinateur, soit en bas de votre écran si vous êtes connecté sur votre téléphone, sur votre smartphone. Donc posez toutes vos questions. Cette émission, elle est divisée en 3 parties. Première partie, on fera un peu le diagnostic de la crise, ce qui a changé. La deuxième partie sera sur les solutions positives. Et la troisième partie, c'est la vôtre, c'est la nôtre, c'est nos experts qui répondent à vos questions. Donc vos questions vont alimenter la toute dernière partie de l'émission qui vous sera donc réservée. Je le disais en introduction, la pandémie a profondément modifié nos comportements. Nous avons successivement vécu plusieurs phases, plusieurs annonces. L'annonce mondiale, la prise de conscience du coronavirus, puis le confinement, puis le port du masque, le télétravail, les couvre-feux. Les annonces comme ça égrenées au rythme des médias tous les jours, tous les soirs. Le décompte assez morbide. Les hôpitaux débordés, la pression quotidienne due aux médias qui n'ont cessé d'émettre en générant un climat finalement très anxiogène. Source de bien des modifications dans nos rapports avec les tout-petits et avec leurs familles. On l'a tous vécu, plus ou moins bien, plus ou moins différemment. Et puis, il y a eu des évolutions dans cette phase et dans cette période. On va fêter le premier anniversaire. Et dans cette première partie de l'émission, nous allons donc aborder justement les impacts de cette période un peu difficile sur les 1000 premiers jours avant d'en sortir les opportunités positives qui s'offrent à nous, puisqu'il y a des coins de ciel bleu, il y a des choses positives. Vous allez voir qu'il y a des modifications qui sont finalement assez salutaires et qui vont être positives pour la suite. Et enfin, à la fin de cette grande causerie, nous réserverons donc les 30 dernières minutes pour répondre à vos questions. On vous répond.
Allez, première partie de notre émission avec Catherine, Hélène, Damien, Pascal, tout le monde est là et j'en ai oublié Benjamin, sur les 1000 premiers jours en période de Covid avec des impacts. J'aimerais avoir l'avis de Catherine, j'aimerais commencer avec votre point de vue et votre analyse de pédiatre de terrain. Comment avez-vous vécu et vu cet impact, j'imagine, indéniable avec vos petits patients? Quelles sont les grandes lignes, les grandes observations que vous avez pu faire? Je crois que les observations qu'on peut faire, c'est qu'effectivement, les 1000 premiers jours, c'est une période de très grande fragilité. Et je trouve que cette pandémie est très injuste, puisque les bébés, puisqu'il s'agit de bébés jusqu'à 2 ans, sont peu impactés, même s'ils le sont quand même un peu, mais ils sont indirectement impactés, et beaucoup, et surtout, eux, ne savent pas trop se plaindre, ou en tout cas, on ne repère pas tout de suite leur plainte, et on sait que les 1000 premiers jours peuvent impacter par l'épigénétique de très nombreuses années après. Et ils ont été impactés beaucoup par l'anxiété de leurs parents, vous l'avez dit tout à l'heure. Cette anxiété qui était dès la grossesse, les couples étaient très inquiets. On ne savait pas, jusqu'aux premières études chinoises, on ne savait pas du tout. Les mamans qui étaient atteintes de Covid, qu'est-ce qu'il allait se passer pour leur bébé? On a été rassurés au bout de quelques mois seulement. Après, ils ont été inquiets parce qu'elles ont accouché toutes seules dans les maternités, sans le papa, avec des soignants eux-mêmes inquiets, avec une distanciation. On les a sortis de la maternité très vite. En fait, tout ça a été très, très anxiogène. Il y a eu une désorganisation totale des routines de vie. Les familles ont été confrontées très vite au télétravail avec un bébé, des grands enfants. Les écoles ont fermé, les crèches ont fermé. Certaines crèches ont ouvert pour les gens qui étaient obligés d'aller travailler. Donc les bébés ont changé de personnes qui se sont occupées d'eux. Tout ça a été très... Et cet isolement des familles, des grands-parents qui sont tellement importants quand on vient d'accoucher ou quand le bébé est petit, ces allaitements qu'on n'a pas pu accompagner, tout ça. Dépressifs et qui ne pouvaient pas trop supporter. Un bébé, c'est très long, une journée avec un bébé quand on est confiné. Parce qu'on aurait pu, Catherine, on aurait pu imaginer au contraire que le fait d'être en télétravail, d'être à la maison, ça permettait de plus profiter un peu de cet enfant qui arrivait dans la famille. Moi, ça fait partie des opportunités. Pour l'instant, vous me demandez ce que j'ai constaté de C'était plutôt du négatif que vous avez constaté. Il y a des parents qui avaient des conditions de vie assez favorables et que le confinement a pu aider, mais ils étaient très peu. En tout cas, au début, c'était la panique parce qu'on n'a pas su adapter le télétravail. Les parents se sont crus, on parle des moins de 2 ans, les parents se sont crus en télétravail, c'est-à-dire presque en vacances. Ils se sont mis à travailler la nuit pour profiter de leur bébé le jour et ça a été catastrophique. Au bout de quelques mois, ça s'est remis en place, mais ça a été quand même très désorganisé. Après, c'est surtout ceux qui ne pouvaient pas sortir, les parcs étaient fermés. Je vous dis, une journée avec un bébé, c'est long, c'est très long. Et on a besoin de sortir. Après, ceux qui avaient la chance d'avoir un jardin, ne serait-ce qu'un balcon, on pouvait un petit peu sortir. Mais c'était vraiment le confinement pour beaucoup de personnes qui ont perdu pied. Après, les gens se sont adaptés, on pourra le revoir tout à l'heure, et la nature humaine est telle qu'elle s'adapte bien. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que d'un point de vue somatique, organique, médical, on a eu une baisse très très importante des consultations, une baisse des vaccinations et on a été très d'abord parce que les cabinets étaient fermés au début. Les cabinets étaient, lors du premier confinement, soit ils étaient fermés, soit il y avait une peur des parents. Voilà, les parents avaient peur et on a très très vite, nous, communiqué pour dire que les cabinets étaient ouverts et qu'il fallait justement privilégier les consultations pour les petits bébés, les nouveau-nés et les vaccinations. Mais il y a eu une chute de 25% des vaccinations et des consultations. Ça a été rattrapé ? Après, c'est en train d'être rattrapé, sauf pour certains vaccins. Et après, bien sûr, on a vu les effets néfastes de la sédentarité avec l'utilisation des écrans, une nourriture qui n'était pas adaptée parce que, au départ, les parents faisaient beaucoup plutôt des gâteaux et ceux qui n'avaient pas les moyens mangeaient des choses qui sont pas forcément des légumes. Et on a vu des retentissements sur les courbes de poids des enfants. Et on a vu surtout aussi beaucoup d'agacement et même de 19% des parents, on a fait une grande enquête sur le site Mpédia, 19% des parents ont dit qu'il y avait des conflits dans la famille. Tout ça, c'est les effets négatifs de la crise et je crois que c'est bon de les rappeler parce que ça permet
de faire attention à tout ça et de ne pas retomber dans cette panique qu'il y a eu au début. De garder en mémoire tous ces effets délétères pour justement les éviter parce qu'on s'est un petit peu habitué, mais on est encore très près des dérives de ce mode de vie tout à fait nouveau. Alors la vaccination, c'est rattrapable, hein, faire un vaccin, faire un rappel, on peut le rattraper. En revanche, les conséquences un peu négatives psychologiques, est-ce qu'elles sont rattrapables à votre avis, Catherine ? Alors je pense qu'on le dit tout le temps que dans la période des 1000 jours, c'est une période de vulnérabilité, mais c'est aussi une période d'opportunité. Je crois que beaucoup de choses sont rattrapables. Si on y fait attention, oui, j'ai beaucoup d'espoir pour que ça soit rattrapable, mais ça veut dire qu'il faut faire attention, il faut regarder ces bébés, il faut parler à ces bébés, il faut leur expliquer, il faut entourer les parents. Et c'est notre travail, et c'est le travail aussi de la solidarité d'une famille à une autre, parce que ces familles sont très fragiles avec des enfants tout petits. J'aimerais avoir Merci Catherine. J'aimerais avoir le regard de la psychologue Hélène Romano. Vous êtes psychologue, vous occupez d'enfants. C'est une période un peu étonnante pour le moins. Quel regard portez-vous sur l'impact psychologique immédiat et éventuellement les traces, les séquelles que ça peut laisser ? Alors, on a eu 2 périodes et je pense que c'est important de bien le rappeler. La période du premier confinement, on va dire de l'année dernière, hein, vous le rappeliez, date commémorative, triste date. 2 mois, c'était une période qui était circonscrite dans le temps. Et les parents, c'était un chaos pour tout le monde, hein, c'était une nouveauté et au niveau international, c'est la première fois que ça arrivait. Donc, bien évidemment, il fallait trouver des repères. Le virus n'était pas connu, donc il y avait beaucoup d'incertitudes. Mais le temps était cadré et ça permettait de s'organiser. Donc, dans la désorganisation, il y avait tout de même des repères. Et on a fait, il y a eu différentes études, il y a eu différents rapports qui ont été rendus à l'Assemblée nationale en début d'année, en septembre. On constatait qu'il y avait plus de 35% de troubles anxieux chez les enfants et les adolescents, y compris les bébés, qui sont en effet, comme l'a rappelé Dr Savigné, doublement impactés par leurs propres perturbations et par celles de leurs proches, des parents, même si les parents font ce qu'ils peuvent. Et il y a la deuxième période qui n'en finit pas, qui a commencé cet automne. Deuxième confinement, troisième confinement, point d'interrogation. Le psychisme, il a besoin de cadrage, il a besoin de savoir où il va, il a besoin de sécurité, et un enfant en particulier. Et cette deuxième période qui n'en finit pas, on voit bien les répercussions chez les adultes qui sont beaucoup plus dramatiques en termes de conduite à risque, en termes de conduite addictive, en termes de dépression. C'est enfin dit par tout le monde, alors que la première période, on ne nous écoutait pas tellement quand on alertait les autorités, avec toutes les répercussions sur les enfants. Donc, on est assez inquiet des répercussions psychiques immédiates, mais je serais assez d'accord avec le docteur Savigné pour se dire, parce que l'histoire nous a appris que des enfants exposés à des guerres, à des conflits qui sont extrêmement marqués pendant des années, hein. On l'a vu avec la Seconde Guerre mondiale dans notre pays. Quand après, on fait attention, on parle, on ne dénie pas les manifestations de souffrance, il y a des choses qui peuvent non pas se réparer, mais s'apprivoiser. On ne répare jamais un impact traumatique, mais une blessure psychique. On apprend à l'apprivoiser, à repérer les troubles. Donc, ce qui va être important, c'est de ne pas être dans le déni. En immédiat, beaucoup de troubles anxieux, troubles du sommeil, troubles alimentaires, enfin, tous les troubles classiques chez le petit. En post-immédiat, il risque d'y avoir des troubles post-traumatiques chez les petits parce qu'il y a vraiment eu cette confrontation à la mort. La mort au sens, pour certains ont été endeuillés, pour de vrai, comme diraient les enfants, et la mort au sens de perte de repères. Donc il faudra être très attentif dans le temps à cette génération des tout petits nés Covid, et puis aussi aux plus grands, les enfants, les ados, qui ont aussi été impactés. En préparant cette émission, Hélène, vous évoquiez entre autres l'impact psychologique des masques pour les tout-petits, y compris pour les tout-petits qui n'ont pas encore la parole ou la compréhension. Et c'est vrai que les mimiques, le visage, c'est important. Là, pas de chance, le visage, il est en partie masqué. Alors oui, moi je travaille, je suis praticienne, donc j'ai pas mal de consultations, mais je suis aussi formatrice et j'interviens dans pas mal de lieux, entre autres en PMI, en crèche et dans les pouponnières. Et je vois bien la différence entre les enfants qui vont à la crèche, qui dans la journée ont le masque, ou pas le masque pour les enfants, mais les bébés, mais des adultes qui sont masqués, et à la maison il n'y a pas le masque. Donc on voit qu'ils récupèrent parce qu'ils voient ce que c'est un visage complet. Et en effet, sur le langage, ils s'ajustent beaucoup sur le bas du visage pour apprendre à parler, pour apprendre à communiquer. Mais
Par contre, en pouponnière où les professionnels ont le masque tout le temps, sauf ceux qui transgressent, j'allais dire heureusement, de temps en temps ils défont le masque. On a des enfants, quand on défait le masque, ils ont un mouvement de recul parce qu'ils ne sont pas habitués, ils sont habitués à se repérer que sur les yeux. Donc on ne verra que dans le temps les répercussions pour les bébés qui n'auront grandi qu'avec des gens masqués. C'est une toute petite catégorie de bébés, bien évidemment, c'est uniquement ceux qui sont en pouponnière, mais on peut se dire qu'un enfant qui vivrait uniquement avec des gens qui n'auraient qu'un tiers du visage, c'est-à-dire que les yeux d'accessible, ça pourrait entraîner des répercussions. Heureusement, dans le quotidien, à la maison, les parents ne sont pas masqués. Ça avait été demandé par certains politiques. J'avais fait partie de ceux qui avaient dit que ça serait une catastrophe. On se souvient du débat à l'école, notamment pour les règles petits. d'hygiène, mais le bébé, il a besoin du visage. Oui, il a besoin du visage. Ça veut dire qu'il y a un potentiel risque de retard aux apprentissages, à l'acquisition ? Oui, au retard de l'apprentissage du langage et aussi dans l'empathie relationnelle qui peut se créer avec l'autre. C'est-à-dire que l'enfant, il va apprendre à s'ajuster dans son comportement, à pas faire de mal, à faire attention à l'autre, parce qu'il va voir dans l'autre les réactions, c'est-à-dire un regard noir, mais aussi une bouche qui se ferme, un faciès qui a l'air fâché. L'enfant va apprendre aussi dans l'intersubjectivité, dans la relation à l'autre, à ajuster son comportement. Donc, s'il y a un masque, pour le coup, il y a un vrai voile sur ce mode relationnel-là. Donc, on est attentif à voir comment les enfants vont évoluer au niveau du langage et aussi au niveau relationnel, dans l'attention aux autres et dans le prendre soin de soi et des autres. Voilà pourquoi certains avaient proposé des masques un peu avec une petite fenêtre pour pouvoir voir la bouche justement et voir les expressions. Oui, mais Gérald, excuse-moi de vous interrompre, ces masques-là qui ont été testés, qui sont utilisés, et pour l'avoir utilisé aussi, au bout d'un moment, ça fait de la buée. C'est presque pire. On a l'impression d'avoir un botox collé. Enfin, c'est assez particulier. Ce qui marche pas trop mal, c'est la visière. C'est moins pire parce que l'enfant a la totalité du visage. Mais le masque plastique avec la bande de tissu en bas et puis qui finit par vous coller, c'est pas terrible. C'est terrible, oui, on a tous testé. C'est comme avec les lunettes et les masques. Mais on espère, on croise les doigts, dans 4 à 6 semaines, on aurait peut-être, d'après notre secrétaire d'État et notre président, une vie pas quasi normale, mais en tout cas plus normale. Merci pour ces 2 points de vue très, très pratiques, très praticiens, pédiatres, psychologues. Après ces points de vue donc très humains, je me tourne vers Pascal Hébert du Crédoc, où vous avez des observations chiffrées, vous avez pu quantifier, j'allais dire, ces conditions de vie, ces modifications. Quels sont les grands enseignements qu'on peut tirer après un an de pandémie ? On est à un an de pandémie. Alors, il y a un premier effet qui est qu'il y a moins 13% de naissances. Donc, évidemment, il faut 9 mois pour faire un enfant. Donc, on va avoir, sur l'année 2021, on a déjà le mois de décembre. Comment on l'explique ? Moins de rencontres ou Alors, je pense qu'il y a vraiment l'effet quand même psychologique. Il n'y a pas de perspective. Donc, aujourd'hui, faire naître un enfant en se posant des questions sur l'avenir, il y a déjà eu ça en 1975. Donc, on a très peu de naissances, même niveau qu'en 1975. 1975, choc pétrolier, c'est ça ? Choc pétrolier. Donc là, évidemment, on anticipe peut-être une crise économique aussi. Et il y a un changement de normes qui se fait parce qu'il y a aussi ces questions écologiques et que les jeunes adultes se posent des questions sur la nécessité finalement de faire des enfants. Donc on est en train de re-questionner ce point de vue qui est quand même une norme de est-ce qu'on a vraiment besoin pour être heureux d'avoir des enfants. Il y a des pays comme l'Italie ou l'Allemagne où on vit très bien avec beaucoup moins d'enfants. Donc il y a vraiment ce point-là qui évidemment va peser sur le nombre de petits. Était déjà un peu, qui commençait à ce phénomène un peu générationnel de jeunes adultes, de jeunes femmes qui disaient moi je choisis plutôt une certaine liberté, de ne pas faire naître dans ce monde-là. Ça a accéléré les choses, cette phénomène Covid ? Oui, je pense que ça accélère parce qu'en effet la prise de conscience écologique elle s'est ancrée en fait. Elle est vraiment plus forte. On pensait que ça aurait pu la faire diminuer parce qu'on est inquiet de la maladie, mais non, au contraire, ça a renforcé ce point de vue de la préoccupation environnementale, donc qui est beaucoup plus forte chez les plus jeunes. Et en effet, il y avait déjà des choses sur les réseaux sociaux, des hommes qui se stérilisaient, qui voulaient plus jamais, qui décidaient de plus avoir d'enfants de toute leur vie, et donc des jeunes femmes aussi. Donc il y a vraiment ce point de vue-là qui s'accentue comme beaucoup de choses. En fait, en effet, ça accentue vraiment les tendances. La deuxième chose, ça a questionné quand même la place de la femme dans les jeunes couples, alors que l'égalité est un peu plus forte. On voit quand même des choses assez étonnantes. Par exemple, en télétravail, on constate que plus de la moitié des femmes sont dans la salle principale, alors qu'il y a un quart des hommes seulement. C'est-à-dire que c'est encore
Ils sont dans un bureau, eux, ils sont dans leur chambre, c'est-à-dire qu'ils sont plus tranquilles. Alors que la femme, même en période où on est qu'en couvre-feu, quand les enfants rentrent, eh bien, c'est la femme qui s'en occupe. C'est-à-dire qu'on n'a quand même pas complètement changé les rôles. Donc évidemment, il y a eu pas mal de divorces, pas mal de séparations, puisqu'on le sait, il y a des foyers où ça marche très bien, ou au contraire, ça a renforcé le lien. Ça a été chiffré, ça? Vous êtes capable de l'apprécier, ce phénomène? Parce qu'en Chine, il y a des études qui montraient qu'effectivement, il y avait eu une accélération des divorces, une augmentation des divorces. Ça a eu les deux effets. C'est-à-dire qu'il y en a où ça a renforcé le couple, et puis d'autres où les tensions ont éclaté. Donc on sait que la violence des femmes, etc., il y a quand même eu plus de violence. Donc ça a un petit peu explosé dans certaines familles. Tout à l'heure, c'était rappelé. Et donc il y a eu ce changement, mais finalement, la femme a aussi occupé une place qui est importante dans l'alimentation. C'est-à-dire que comme la plupart des repas, avant, on avait 20% des repas qui étaient pris à l'extérieur. Là, il en reste un petit peu. Il y en a à peu près 10-15% qui sont pris à l'extérieur. Mais comme on les fait beaucoup plus à la maison, eh bien, c'est la femme qui va aussi faire changer un petit peu la façon de manger. Donc, elle a un peu imposé des régimes aux hommes, notamment quand elles sont en couple. Le fait maison s'est développé parmi celles qui, évidemment, savaient déjà faire la cuisine. Ça, c'est une vraie tendance générale chez les familles les plus aisées, parce que j'imagine que dans les ménages aux revenus les plus modestes, c'est plus compliqué. Oui, c'est pas une question de revenus, c'est vraiment une question de savoir-faire. En fait, le savoir-faire culinaire, on avait vraiment eu une interruption de la transmission par la génération des femmes 62 l'année, qui avaient 20 ans pendant 68, parce qu'elles avaient décidé que c'était une corvée et que faire la cuisine, c'était se rendre corvéable à merci, puisque les hommes ne le faisaient pas beaucoup. Donc il y a eu en effet une prise en main, mais qui date d'il y a une quinzaine d'années, de jeunes générations de femmes qui ont repris le savoir-faire culinaire. Et il faut savoir qu'en effet, c'est dans les catégories de population les plus modestes qu'on a le plus perdu, et notamment il y a moins d'équipements. C'est-à-dire qu'on est un petit peu comme les Américains, où il n'y a plus qu'un four à micro-ondes, et pas de four, et même pas de plaque, donc un frigidaire, et de quoi faire réchauffer des plats tout prêts. Donc ceux qui sont revenus dans le fait maison, c'est vraiment celles qui, c'est plutôt les femmes, les hommes le font très peu, ils ne le font pas dans le quotidien en tous les cas, ce sont celles qui n'avaient pas le temps de le faire, et on fait maison en fait parce qu'on veut avoir une alimentation saine. Donc on le fait parce qu'on est inquiet de son alimentation, et donc ça c'était déjà revenu, mais là ça s'est accéléré parce qu'on a eu du temps pour le faire. Alors c'est vrai que ça se voit beaucoup dans les chiffres de vente, donc c'est avant tout la pâtisserie. Donc là évidemment on a une hausse de l'obésité. On fait maison, mais on fait maison sucrée, et donc plutôt gras et plutôt malsain. On a fait grossir la population, et donc l'obésité, évidemment il y aura des conséquences. Ça c'est un phénomène déjà qu'on peut mesurer un an après. Ah oui, nous on l'a mesuré, il y a 3% de plus de Français qui sont obèses, donc on est passé de 14% à 17%. Donc ça a des conséquences bien sûr à moyen terme. Manger plus et moins bouger, parce que par définition c'est compliqué. Il y a aussi une baisse. On se rappelle au début, on ne pouvait même pas faire le jogging. Donc il y a vraiment une baisse de l'activité physique, notamment de la part de ceux qui font du sport, qui en faisaient avant et qui ne peuvent plus en faire, qui ont arrêté. Et donc quand on arrête pour reprendre, c'est assez compliqué. Et donc dans ce choix de faire soi-même des produits à manger, eh bien, on voit que les régimes alimentaires changent, simplement parce qu'il y a une évolution des attentes vers plus de légumes, plus de fruits. Jusqu'à présent, les gens n'avaient pas trop le temps. On sait que quand on mange à la maison, on en mange plus qu'à l'extérieur, où l'offre est faible en fait. Manger des fruits dans un restaurant, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle finalement. C'est plutôt une bonne nouvelle, donc on peut manger mieux, et donc et on mange moins de viande, et les hommes qui étaient ceux qui mangeaient le plus de viande, les femmes les ont un petit peu contraints à en manger moins. Il y a un phénomène qu'on appelle le flexitarisme, et en effet il y a cette question d'accélérer cette tendance qui était visible. Donc on a une partie qui va manger mieux parce qu'ils savent faire la cuisine, parce qu'ils veulent végétaliser. Après on a quand même vu l'aide alimentaire qui a explosé, les étudiants qui n'étaient pas qui n'allaient pas chercher de l'aide alimentaire, plus 1 million au Secours catholique. Donc il y a vraiment deux types d'inégalités. Enfin il y a vraiment des inégalités qui se sont accrues, qui se sont accrues, que ce soit en termes économiques, puisqu'on sait que le pouvoir d'achat n'a pas baissé en moyenne,
mais qu'on a beaucoup plus de pauvres, et alors pas forcément plus de gens très très riches, mais il y a quand même c'est une accentuation des inégalités. On va se tourner, on reviendra sur les opportunités, le flexitarisme et de manger mieux, peut-être de manger moins, et on rappelle que cette pandémie, c'est aussi une syndémie, c'est-à-dire que le Covid, c'est une maladie qui va attaquer un mauvais état de santé global, donc on a tout intérêt pour parer les prochaines épidémies dans le futur et être mieux préparé, avoir un meilleur système immunitaire, à prendre vraiment de bons réflexes. J'aimerais qu'on se tourne vers Benjamin, vous qui êtes en contact très proche avec les familles les plus fragiles. Est-ce que le programme Malin dont vous vous occupez et que vous dirigez doit s'adapter pour mieux répondre justement à ces nouveaux enjeux de l'alimentation générés par la crise du Covid-19 ? Alors, je réponds forcément oui. Enfin, aujourd'hui, je pense que compte tenu de ce qu'on vit, je pense que personne ne peut se permettre de dire qu'il n'a pas à s'adapter à ce contexte-là. Alors, c'est quoi le programme Malin ? Rappelez-nous en quelques mots déjà pour nos auditeurs et auditrices. Le programme Malin en quelques mots, c'est un programme qui vise à aider des familles avec des enfants en bas âge sur la période des 1000 premiers jours. Et le sujet, c'est, comme pour tous les parents, c'est premièrement de les aider à se repérer sur les bonnes pratiques nutritionnelles. Donc voilà, on a toute une offre de conseils qu'on diffuse notamment via le digital et un réseau de partenaires. Et après, un des sujets clés des populations modestes aujourd'hui, c'est la contrainte budgétaire. Et donc là, l'idée, c'est qu'on a travaillé sur une offre budgétaire qui est accessible dans les circuits de consommation de monsieur, madame, tout le monde, des supermarchés, du e-commerce, du circuit court. Et là, l'objectif, et on a fait un travail étroit avec les sociétés savantes de pédiatrie, l'AFPA, la SFP, l'objectif qu'on porte, c'est un objectif de santé. Et l'idée, c'est de proposer des réductions sur des produits adaptés et de qualité. Et on travaille sur 2 sujets, l'alimentation spécifique de l'enfant, donc l'allaitement, puis pour les mamans qui ne veulent plus ou ne peuvent plus allaiter, on travaille sur le lait deuxième âge, lait de croissance. Et ensuite, on travaille sur l'alimentation familiale, qui est un vrai sujet, puisqu'à partir d'1 an, l'alimentation spécifique commence l'enfant bascule sur le plat que tout le monde mange. Et là, sur effectivement certaines familles modestes, on a des vrais sujets de problématiques de pratiques alimentaires. Qu'est-ce qui a changé alors, justement, dans cette période de Covid-19 et de confinement ? Oui, alors moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est de bien se rappeler aussi quelle était la situation avant la crise sanitaire. Et avant la crise sanitaire, il y avait une autre crise qu'on a tendance à oublier, qui est la crise sociale que notre pays a traversée avec les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, bien sûr. Et ça, c'est un point très important. Et en fait, un des points clés de cette crise, c'était de se dire, quand on parlait de précarité et d'alimentation, on avait tendance à se tourner sur les populations les plus précaires. Et sur ces populations les plus précaires, à regarder les dispositifs curatifs que sont l'aide alimentaire. Et nous, on connaît bien, puisque moi, je suis ancien salarié de la Croix-Rouge, j'ai beaucoup travaillé sur ces questions-là. Et en fait, les Gilets jaunes, c'était des profils assez différents. C'était des profils de gens... Alors, encore une fois, c'était un phénomène, je ne veux pas généraliser, mais globalement, il y avait quand même pas mal de gens qui avaient des emplois, qui étaient socialisés. Et la question des Gilets jaunes, c'était la contrainte budgétaire et l'impact sur leur vie. Et donc ça a aussi, dans le cadre du programme Malin, la réflexion qu'on porte, c'est effectivement cette nécessité aujourd'hui, alors encore plus avec la crise, mais aussi d'avoir une logique préventive de la grande précarité. C'est-à-dire qu'on est dans une société qui est en train de se fragiliser. Si derrière, on se focalise uniquement sur les plus précaires des précaires et sur la logique curative, il faut absolument la maintenir. Il est plus que nécessaire de soutenir l'aide alimentaire. Mais il faut anticiper pour éviter que certains ne se retrouvent dans cette grande précarité. C'est ça. Et en fait, avec la crise, pour répondre à votre question, nous, concrètement, ce qu'on a vu au début de la crise, et on était sollicités soit en direct, soit par des associations qui travaillaient avec ces publics et qui avaient connaissance du programme, la première cible, mais ça a été très rapide, c'était des familles dont les revenus étaient issus d'un travail non déclaré. Et donc ces familles, du jour au lendemain, se sont retrouvées sans rien. Passaient de revenus bricolés où ils arrivaient à boucler les fins de mois et à se nourrir à peu près correctement, à 0. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ces familles-là, les remontées étaient plutôt venues d'acteurs qui ne travaillaient pas d'abord sur les questions d'aide alimentaire, ce qui montre que ces familles-là n'avaient pas l'habitude d'aller sur ces dispositifs-là. Et après, moi, ce que je tiens aussi à mettre en évidence, il y a un deuxième
phénomène qu'on voit et qui est un peu ressorti médiatiquement parce qu'il y a des témoignages un peu compliqués. La vraie difficulté aussi, et aujourd'hui, nous, ce qu'on essaye aussi d'amener en termes de réflexion avec le programme Malin, c'est que aujourd'hui, on voit très bien les chiffres de l'aide alimentaire. On est passé de 6 à 8 millions. Le chiffre est en train encore d'augmenter. Il va y avoir un vrai sujet de tension sur la capacité de l'aide alimentaire à répondre à ces sujets. Sachant que l'aide alimentaire, à la base, ça ne touche pas toutes les familles en situation de précarité. C'est-à-dire qu'il y a des familles qui ne sont pas éligibles à l'aide alimentaire et il y a des familles qui ne veulent pas ou ont du mal à aller à l'aide alimentaire. Oui, donc il faut trouver d'autres modalités d'aide. Pardon ? Il faut trouver d'autres modalités d'aide et on en parlera dans ces nouvelles solidarités qu'il va falloir un peu pérenniser. Et justement, oui, par rapport à la conséquence, la partie émergée d'un iceberg, on a parlé beaucoup des petits commerçants et des artisans qui souffraient directement de la crise. Aujourd'hui, on voit que ces profils-là, la situation est en train de se dégrader très fortement. Et je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a eu des témoignages qui sont sortis de plus en plus dans les médias. La difficulté que ont ces profils de famille à aller faire la queue au Resto du Cœur, à la Croix-Rouge ou au Secours catholique. Bien sûr, c'est pas du tout le même profil. On va y revenir si vous le voulez bien, Benjamin. Bien sûr. Je voudrais me tourner vers Damien Conaré, donc qui c'est votre spécialité, hein, la précarité, cette typologie des précarités. Est-ce qu'on peut dire, comme vient de le souligner Benjamin, qu'il y a eu un élargissement de la précarité avec des typologies de familles qui jusque-là n'étaient pas concernées et qui maintenant sont concernées par ce qu'on pourrait appeler malheureusement des nouvelles formes de vulnérabilité? Oui, très clairement, là, c'était un phénomène très, très marquant de cette année. Ça a été très bien expliqué par Benjamin et Pascal qui rappelaient aussi les chiffres qui sont effectivement en hausse considérable. Alors c'est vrai qu'on a connu, il faut se remettre un an en arrière, des phénomènes très singuliers. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au tout début, il y avait eu ce moment de panique avec les ruptures de stock pour les produits alimentaires de première nécessité. Les rayons vidés. Pardon ? Les rayons vidés, on serait cru en temps de guerre. Ça, en produits de première nécessité, de pâtes, riz, farine, et notamment les premiers prix. Et du coup, les personnes à petit budget, un peu retardataires, se sont retrouvées à devoir acheter des produits plus chers, ou si ce n'était pas possible pour eux, du coup, d'avoir effectivement recours à des formes d'aide alimentaire. Ça, c'est un premier phénomène. La deuxième difficulté dans cette période, c'était aussi la fermeture de services publics d'aide sociale, comme les centres communaux d'action sociale, qui sont retrouvés fermés dans certains lieux, dans certaines villes. Et puis les associations d'aide alimentaire qui ont recours très massivement à l'aide de bénévoles, et des bénévoles dont on sait qu'en grande majorité sont des personnes âgées qui, du coup, on peut le comprendre, ont eu peur et ne venaient plus. Ont eu peur. Évidemment, sont plus sensibles et donc ne sont pas venus travailler. Donc ça a posé certaines difficultés pour un bon nombre d'associations d'aide. Et puis, évidemment, la fermeture de lieux comme les bars, les restaurants, les lieux de spectacle, qui sont autant de petits boulots formels, voire informels, comme le disait Benjamin, pour un certain nombre de personnes, et en particulier des étudiants. Ça, clairement, ça a mis beaucoup de personnes en difficulté. Et puis, peut-être aussi le dernier phénomène à relever, au moins pendant la première période du confinement, qui n'a pas été renouvelé pour le coup, mais rappelez-vous la fermeture des écoles. Alors, outre le fait qu'évidemment, ça a créé un vrai problème de décrochage scolaire, ça veut dire plus de cantines. Et ça a été une situation assez catastrophique. Je pense notamment aux cantines scolaires gérées par des écoles primaires gérées par les villes. Et un certain nombre de villes, de municipalités se sont rendues compte effectivement à quel point le repas à la cantine était important pour une grande partie de leur population. C'est souvent le seul repas complet pour les enfants dans la journée. Donc je pense que si la décision publique a été de ne pas refermer les écoles, en dehors du problème de décrochage scolaire, c'est aussi par le rôle prépondérant que joue la cantine. Au point que certaines villes ont gardé, en fait, finalement, ont rouvert des cantines pour proposer des repas aux plus précaires. Donc voilà, tout ça, en tout cas, ça a été bien rappelé, mais effectivement, on a vu une hausse assez importante du public qui a recours à l'aide alimentaire. Oui, avec un public différent, qui ne venait pas, justement, qui n'était pas en situation de précarité, et donc il a fallu trouver un certain nombre de solutions adaptatives. On va y revenir dans la deuxième partie de cette émission. L'heure tourne. Merci pour ces témoignages, et je voudrais qu'on passe du diagnostic au traitement, parce qu'on ne va pas rester sur ces chiffres, sur cet impact qui est, j'allais dire, un peu noir quand même, hein, quand on regarde les conséquences physiques,
physiques, psychologiques, les retards de consultation, la précarisation, etc. Je voudrais que de ce constat, de ce diagnostic, on voit aussi les choses qui sont positives et notamment les nouvelles opportunités ou les angles de vue très positifs parce que nouveaux, parce que adaptatifs, parce que solidaires aussi. Et c'est le thème de la deuxième partie de notre émission. Deuxième partie de notre émission sur les 1000 premiers jours et le Covid avec les opportunités. Je vous rappelle, chers auditeurs et chères auditrices, que vous pouvez poser vos questions. La dernière partie à 19h est consacrée à vos questions, à nos experts. On dialogue, on y répond. Si vous êtes sur votre ordinateur, c'est à droite de votre écran. Et si vous êtes connecté avec votre smartphone, c'est en bas de votre écran. N'hésitez pas à poser vos questions. Tous nos experts y répondront. Et on est vraiment entre professionnels pour les professionnels de la petite enfance. Alors, ces opportunités qui sont nées d'une période aussi perturbée que perturbante, il existe le revers de la médaille. On sait qu'il y a des côtés négatifs, mais il y a aussi un revers qui est positif. Damien et Benjamin, on en parlait à l'instant, il y a de nouvelles solidarités qui sont aussi nées, qui ont dû voir le jour. Quelles bonnes idées, quelles réflexions, quelles pratiques dans ce monde qui s'est précarisé on pourrait retirer de cette période? Benjamin, par exemple, ou Damien, allez, on a Damien qui est en ligne avec nous. Oui, il y a eu effectivement un grand élan de solidarité, de manière formelle ou informelle. On a vu beaucoup de nouveaux acteurs qui sont apparus pour venir en aide aux personnes dans le besoin. Lesquels ? Des restaurateurs, des commerçants, des groupes de bénévoles qui ont distribué des paniers solidaires, des plats cuisinés, etc. Donc on a vu vraiment un grand élan de solidarité. Aussi de manière plus formelle, des fois pour répondre à des problématiques très particulières. Rappelez-vous que les marchés de plein vent étaient fermés dans un premier temps, donc ce qui a posé véritablement un problème pour un certain nombre de petits producteurs. Et donc on a vu des coopérations localement qui étaient très fructueuses entre les centres communaux d'action sociale, des chambres d'agriculture et des municipalités pour distribuer des paniers paysans par exemple. On a vu d'autres formes de solidarité apparaître comme des bons alimentaires, c'est-à-dire des villes qui ont comment dirais-je, subventionné des bons pour des personnes en précarité pour aller faire leurs courses, qui est une forme nouvelle de solidarité. Damien, on a l'impression qu'il y avait la première partie qui était le premier confinement finalement avec cette solidarité un peu liée à la sidération. Est-ce que ça a perduré ? Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui il y a toujours cette solidarité, ces coopérations entre les petits producteurs parce que les marchés ont rouvert et heureusement j'allais dire, et les centres d'action communaux et sociaux par exemple ? Oui, il y a un certain nombre d'actions qui sont restées et qui se développent de manière structurelle dans un certain nombre de municipalités aujourd'hui et qui remettent du coup en discussion l'aide alimentaire telle qu'elle est aujourd'hui pensée, enfin depuis un certain nombre d'années, qui repose beaucoup d'une certaine manière sur l'assistanat. Et on sait que l'aide doit aussi prévoir de faire avec les plus démunis, parce que ça a été rappelé précédemment, c'est souvent très compliqué, très difficile pour les personnes en précarité d'aller chercher de l'aide alimentaire. On a vu dans certaines villes, je ne sais pas où vous êtes, mais nous à Montpellier par exemple, des files d'attente en pleine rue, très visibles de tout le monde, et bon, il faut un certain courage pour aller réclamer une telle aide. Donc aujourd'hui, beaucoup d'alternatives se mettent en place, comme des épiceries solidaires, et bien d'autres types d'initiatives qui font plus avec les publics aidés que seulement pour. Et donc ça permet aussi de réinsérer socialement des personnes qui sont en précarité. On sait bien aussi que la grande pauvreté, elle n'est pas que économique, elle est aussi sociale. Et le grand problème, c'est la désaffiliation, l'isolement social. Et donc beaucoup d'initiatives essayent de réintégrer, de faire avec ces personnes pour les réintégrer aussi socialement. Benjamin, comment on repense justement cette aide alimentaire et comment on l'élargit et plus dans un volet préventif finalement, puisqu'on a là une aide alimentaire, vous le disiez, qui était pour les plus précaires et déjà pour des gens qui avaient décroché. Là, on voit bien qu'on a élargi à un autre public. Donc du coup, ça vous oblige à repenser aussi votre offre d'assistance un peu en amont. Oui, bien sûr. Je crois que la phrase de Damien, elle est clé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le facteur clé là, pour essayer de trouver de nouvelles solutions, c'est de faire avec et non plus uniquement pour. Et aujourd'hui, la démarche pour essayer de repenser un peu les mécanismes de solidarité, c'est essayer de mettre de côté la logique de dispositifs qui sont, que ça soit par le biais des pouvoirs publics ou le biais des associations, parfois, pas tout le temps, mais parfois une logique assez descendante,
Là, l'idée, c'est de repartir du besoin de la famille. Et ça, au final, il faut être assez concret, c'est-à-dire il faut se projeter et se mettre à la place de ces familles. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous, pour faire vos courses, vous devriez choisir un moment qui est le jeudi après-midi de 16h à 18h, prendre un bus, aller au bout de la ville, faire la queue, justifier votre situation pour arriver dans le magasin et croiser les doigts pour récupérer un produit qui serait éventuellement qui répondra à vos besoins, bah, c'est très compliqué en fait. Et ce que nous, on a souhaité faire, et on voit qu'effectivement, ce qui est très intéressant avec cette crise-là, c'est que ça ouvre le débat et la réflexion autour des nouveaux dispositifs, c'est de partir des besoins et de dire, bah oui, ces gens-là, une partie des familles modestes sont encore connectées à la société de consommation. C'est des gens qui vont en supermarché, qui ont un supermarché à 50 mètres de chez eux. C'est des gens qui ont aussi plus envie d'être étiquetés. Enfin, le dispositif, je me permets, je mets des guillemets, mais il faut essayer de repenser le dispositif pour pauvres. Le dispositif dans lequel on va coller des étiquettes ne va pas suffire pour répondre aux besoins de cette crise-là. Et, oui, comme vous le disiez, c'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui ne sont pas des pauvres, c'est pas des sans domicile fixe, c'est des gens qui ont un toit, qui ont un travail, qu'on a bien vu, une espèce de continuum avec effectivement les gilets jaunes et une précarisation pendant cette crise Covid. J'entends ce que vous dites, il faut partir des besoins des familles, etc. Alors que d'habitude c'est plutôt descendant, mais qui va faire ce travail ? Qui va faire ce travail de repenser ? Qui va repérer les gens et proposer de les faire rentrer dans un dispositif ? Alors ça, c'est un point très important. Ça veut dire que derrière, effectivement, on doit encore une fois s'appuyer sur les acteurs historiques de l'aide alimentaire et encore une fois, les Restos du Cœur, la Croix-Rouge française mènent eux-mêmes en interne des réflexions d'amélioration de leur dispositif. Donc ça reste des acteurs clés. Maintenant, ce qui est totalement clé, c'est de sortir la question de la précarité et de ne pas uniquement se focaliser sur ces acteurs-là. Nous, aujourd'hui, par exemple, dans ce qu'on a pu faire dans le programme Malin, alors il y en a d'autres, je parle de ça parce que c'est le sujet sur lequel je travaille, mais il n'y a pas que le programme Malin. Nous, par exemple, on s'est dit quels sont les endroits où on va pouvoir toucher ces familles-là. Et on a eu l'opportunité, exemple concret, de collaborer avec des CAF qui, eux, ont une super base de données, ont des allocataires, et les CAF ont commencé à communiquer sur l'existence du programme à travers des mails. Et ces mails-là marchent très bien. Les familles peuvent s'inscrire directement sur site internet parce qu'il faut aussi avoir cette dimension-là, c'est-à-dire qu'on parle de gap digital, mais aujourd'hui, c'est aussi des familles qui sont très connectées. Donc là, on parlait d'opportunités. Il faut saisir aussi cette opportunité-là et effectivement se dire quelles sont et surtout aller vers ces familles, c'est-à-dire ne pas mettre un drapeau, une logique guichet en disant ici dispositif d'aide, mais essayer d'aller dans lequel ils ne se reconnaîtraient pas. Dans lequel ils ne se reconnaîtraient pas parce que ce sont des familles totalement insérées et qui travaillent, et en même temps éviter les lieux aussi qui pourraient éviter les sentiments de gêne. Exactement. Et donc ces familles-là, elles sont dans des maternités, elles sont dans des PMI, elles sont dans des crèches, elles sont allocataires de la CAF, elles travaillent parfois. On parlait de nouvelle solidarité. Nous, on a aussi travaillé avec des entreprises pour pouvoir communiquer et essayer de toucher des salariés qui ont parfois du mal à boucler leur fin de mois parce qu'elles ne sont pas à temps plein, payées au SMIC. Elles sont aussi chez des clients. On a travaillé chez des entreprises ou par exemple avec des banques où on a essayé de communiquer pour pouvoir aussi faire connaître cette démarche-là. Et donc c'est vraiment en essayant d'innover un peu et en allant communiquer dans les endroits où ces familles sont, dans des endroits où ils ne se sentent pas stigmatisés, où ils se sentent en confiance, qu'on va peut-être réussir à faire bouger des lignes. Merci à tous les deux. On répondra et vous serez là pour répondre aux questions en dernière partie d'émission. Pascal, j'aimerais me tourner vers vous. Le CREDOC, vous analysez les comportements. On a parlé de points d'accès, de lieux d'accès à l'alimentation, de changement des comportements. On parle beaucoup de quantité, mais il y a aussi la qualité de ces comportements, la qualité de l'alimentation. Qu'est-ce que vous pouvez en dégager ? Quelles sont les tendances, alors pas négatives cette fois, mais les tendances positives que vous observez depuis votre point de vue sociologique ? Alors, il y a vraiment des choses qui, en termes de consommation globale, changent fortement. Ça accélère des tendances qui étaient déjà là, notamment le fait que parce qu'il y a du télétravail, on va être plus dans ce qu'on appelle la sobriété, c'est-à-dire qu'on va moins acheter de choses superflues.
Et donc ça se voit par exemple sur un secteur dont on parle en ce moment parce que les soldes viennent de se terminer, c'est des baisses sur l'achat de vêtements. Finalement, être dans le paraître, c'est un petit peu superflu dans les entreprises. On peut couper la webcam pour les réunions, voilà, on peut rester en pyjama. Donc bien sûr, les chaussures, on les utilise moins, les gens mettent moins de lentilles. Enfin, il y a tout un tas de secteurs comme ça, le maquillage, évidemment, rouge à lèvres, vous imaginez, avec les masques, on n'utilise plus. Donc il y a tout ça qui baisse. Donc c'est en tous les cas bien en termes d'équipement, de faire baisser ça pour l'impact écologique. Donc ça, c'est vraiment dans les arbitrages de consommation, ce qui libère en effet de l'argent pour payer plus cher sur son alimentation. Et c'est vrai que le sujet alimentaire, les gens s'en sont emparés. Il y a l'image de l'agriculture qui est très positive et il y a un soutien vis-à-vis notamment des petits producteurs, de la vente directe, où il y a eu un grand élan de solidarité. Et ceux qui ont les moyens, alors peut-être parce qu'ils dépensent moins en restauration, qu'ils ont moins de loisirs, ils vont acheter des produits plus chers. Et le post-budget alimentation a augmenté pendant cette crise sanitaire. Bien sûr, celui qui est parce qu'on sépare ce qui est alimentation à domicile, donc celui-là, il a augmenté forcément parce qu'il y a moins de restauration. Mais comme finalement la valeur elle est un peu différente sur ce qu'on achète au restaurant et donc on va acheter des produits qui sont plus en vrac. Il y a des choses comme des coopératives de consommateurs qui voient arriver de plus en plus de clients parce qu'on a voulu aussi aider ses voisins, aider les personnes âgées, faire les courses pour les autres. Donc il y a vraiment ça, c'est quand on peut. C'est clairement la partie aisée des familles. Oui, tout à fait. Donc, et ça va rester parce qu'il y aura plus de télétravail. Donc forcément, on a plus de temps pour faire la cuisine et ceux qui aiment ça vont faire eux-mêmes. Donc il y a vraiment cette question de manger plus sain. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui a bougé dans les représentations. On n'était pas tellement en France sur le lien aliment-santé, parce qu'on est dans une alimentation qui est plus du partage, de la convivialité. Donc par rapport à d'autres cultures où en Allemagne, par contre, on ne mange qu'en pensant fonctionnel et santé. Donc il y a un petit peu ces changements vis-à-vis de l'immunité. On se pose la question. Comment vous l'expliquez ? Vous croyez que c'est vraiment la prise de conscience que son système immunitaire, avoir de bonnes défenses immunitaires, ça passe par un bon carburant, donc une bonne alimentation ? Oui, alors je crois que la parole des médecins, vous en êtes un qui sont dans les médias, il y a vraiment eu on a élevé la connaissance des Français sur ce que c'est que la science, qu'est-ce que c'est qu'une maladie. Les gens ont compris qu'est-ce que c'était qu'une maladie qui se transmet. Et l'immunité, alors c'est une petite partie de la population qui est plutôt la plus éduquée et qui, c'est pas tellement apparu dans les médias, cette idée d'avoir besoin de vitamines pour lutter contre la maladie. Je trouve que c'est pas assez apparu. On parle souvent du virus et de sa virulence et des variants. Et on parle pas du corps, on parle pas de l'autre, on parle pas du système immunitaire, on parle pas de l'obésité. Ça fait des ravages aux États-Unis, ce Covid. Pourquoi ? Parce que 2 adultes sur 5 sont en état d'obésité. Bien sûr. Mais c'est parce que culturellement, c'est vrai qu'on n'a jamais vécu notre alimentation par rapport à ça. Alors que c'est vrai qu'en Norvège, c'est eux qui ont dit prenez de la vitamine D, etc. C'est-à-dire que sur d'autres cultures où on réfléchit, dans les pays du Nord, on réfléchit que comme ça a été beaucoup plus visible. Chez nous, on sent que c'est en train de bouger. C'est-à-dire que parce qu'on a compris comment on pouvait faire de la prévention aussi, et ça bouge lentement, parce qu'on n'est pas du tout dans cette culture, on soigne plutôt que de faire de la prévention. Ça, c'est dans le monde médical que c'est comme ça. Donc la question de la santé est en train de bouger, et donc en effet, on peut penser qu'on va mieux se nourrir. Et puis, il y a un dernier point qui j'espère, durera, c'est qu'on a choisi d'aller d'abord chez des petits commerçants, parce que, alors on a été obligé, mais il y a ce soutien-là, et parce qu'on a envie de manger local. Et donc cette question de la souveraineté, de penser, alors ça c'est parce que les Français, 84% des Français, quand on leur demande quel est le facteur qui, d'après vous, a favorisé la diffusion de l'épidémie, ils disent que c'est les échanges mondiaux. Ils disent qu'évidemment, s'il n'y avait pas eu... Une défiance vis-à-vis de la mondialisation. Voilà, et c'est vrai que quand on utilise le terme souveraineté, c'est un petit peu ça qu'on sous-entend. C'est de se dire, si on consommait, enfin surtout si l'agriculture produisait ce dont on a besoin en termes d'alimentation, ce qui n'est pas le modèle actuel. Le modèle de l'agriculture en Europe, il a été plutôt pensé monde. Et donc cette question de manger local est très très forte. Et finalement, quand on va aussi chez son petit commerçant, c'est parce qu'il y a une offre qui est plus locale que dans la grande distribution. Donc sans doute qu'il y aura des changements profonds sur ce sujet. Le fait qu'on fasse son jardin, le fait qu'on passe plus de temps par rapport notamment à cette fonction alimentaire et donc mieux manger.
Est-ce que vous voyez déjà une évolution de tendance entre le premier confinement et maintenant ? Est-ce que ces tendances-là, elles se renforcent ou au contraire, elles s'étiolent ? Alors, il y a des choses qui ont un peu disparu, c'est-à-dire que, en fait, le tout premier confinement, c'était quand même une sidération, donc des peurs très, très fortes, le fait de stocker, etc. Donc, évidemment, on a consommé des choses qui, aujourd'hui, sont moins consommées. On mange moins de pâtes maintenant qu'au début du confinement. Mais il n'y a pas de choses fondamentales, parce que finalement, c'était des tendances de fond. Cette idée même de l'alimentation. Qui se renforce, finalement. Ça renforce et ça donnait du temps sur l'alimentation. Et donc, par rapport aux enfants, on va prendre on a plus le temps d'aller dans ces attentes sur cette fonction alimentation vis-à-vis de nos enfants et vis-à-vis de l'alimentation du foyer. Il y a déjà une chose très positive, c'est qu'on prend les repas ensemble déjà. C'était peut-être alors que les familles étaient un peu éclatées, papa travaillait, maman travaillait à midi, les enfants étaient à la cantine, etc. Là, il y a eu un moment où finalement la cellule familiale, quelle qu'elle soit, se retrouvait sous le même toit au moment du repas. Oui, tout à fait. Alors, il y a vraiment cette question de convivialité. Là, on vient de regarder dans une enquête quelle relation on a à l'alimentation. Et il y a vraiment ce côté, je fais des repas en famille, qui s'est renforcé. Alors que petit à petit, au cours du temps, on voyait quand même que les gens grignotaient de plus en plus, mangeaient moins ensemble, même le petit-déj. Donc il y a vraiment ce point fort, alors, même s'il y en a pour qui c'est compliqué quand même, surtout les femmes qui ont la charge mentale, de faire 3 repas par jour. Donc c'est vrai qu'il y a quand même des solutions qui sont mises en place. On se fait livrer des repas. Donc on sent qu'il y a des choses qui vont revenir. Dès qu'on va pouvoir ouvrir un peu plus les restaurants, on en a besoin. Chasser le naturel, il revient au galop. On va essayer qu'il revienne un petit peu moins vite peut-être, parce qu'il y a des choses positives dans les comportements. On vient de le voir avec le végétal par rapport à la viande, avec cette notion de convivialité. Catherine, notre pédiatre de la bande, que voyez-vous, vous, sur le terrain, justement, en termes d'opportunités, de créer peut-être, de resserrer les liens entre les membres de la famille, comme on vient de le voir au moment du repas ? Moi, je crois qu'en termes d'opportunités pour de cette période terrible, c'est que je crois que les gens ont fait preuve d'une extraordinaire réactivité dans tous les domaines. Et dans le domaine médical, je crois que ça s'est beaucoup vu par rapport, je parlais tout à l'heure des retards de vaccins. Et là, je crois que tout le monde a compris à quoi ça servait un vaccin et tout le monde a espéré ce vaccin du Covid qui, bien sûr, qui n'est pas encore répandu partout, mais on a dit au départ qu'il faudrait des années et il est déjà là. Et je pense que les gens ont compris ce que c'était la prévention, vraiment. Je crois que les gens ont eu très peur. Je crois que, comme l'a dit Pascal, ils ont compris ce que c'était qu'une maladie et ce qu'était une pandémie. Et je crois qu'ils se sont vraiment recentrés sur la nécessité de la prévention, comme on l'a dit. Et chez le bébé, on l'a vu, il y a beaucoup plus d'allaitement. Les études ne sont pas encore sorties, mais il y a probablement plus d'allaitement maternel. Et les risques pour les obèses dont on a parlé tout à l'heure ont fait prendre conscience aux parents de l'importance de l'alimentation. Comme l'a dit Pascal, beaucoup de gens se sont mis à avoir un jardin. Et moi, j'ai vu même des gens qui, avec un bord de fenêtre, pousser des tomates cerises. Et ça rejoint ce que vous disiez, les liens qui se sont resserrés et les activités partagées avec les enfants. Dans notre enquête, 72% des parents ont dit qu'ils ont resserré les liens avec leurs enfants. Et 59% ont dit qu'ils s'étaient mis à faire des activités manuelles. Après, ils ont appris à mieux gérer les écrans. Et ça a même été la seule fenêtre de contact, je pense aux grands-parents avec les petits-enfants, par exemple. Ça a été voilà. Et comme ils ont vous avez raison, ça a été la seule fenêtre de contact. Et puis comme ils ont plus de temps, ils se sont mis à regarder des choses avec leurs enfants et à utiliser les écrans de façon beaucoup plus, comme nous on le préconise, c'est-à-dire de façon interactive. Après, ce que j'ai vu aussi de très, très important pour nous, c'est qu'il y a plus de malades. C'est-à-dire que les mesures barrières ont ceci d'extraordinaire, et j'espère qu'on verra ça. Alors, bien sûr que les masques, c'est pas souhaitable, mais ça a permis aux crèches de réouvrir, ça a permis aux écoles de réouvrir. Donc, c'est à ce prix-là que les rapports sociaux des tout-petits et que les parents ont pu garder leur travail en mettant leurs enfants à la crèche et que les plus grands ont pu aller à l'école. Et on voit cet hiver 10 fois moins de bronchiolite qu'on en voyait d'habitude, beaucoup moins de gastroentérite, beaucoup moins de otite, une baisse drastique des prescriptions d'antibiotiques. Les parents, par ailleurs, ont appris à mieux gérer les petits maux parce que ils se sont dit, si je l'amène chez le docteur avec 39, on va lui faire un test Covid, mon Dieu, ça fait mal. Donc, j'ai pas envie qu'on lui mette un coton-tige dans le nez. D'aller dans les consultations qu'au bout de 3 jours de fièvre. Donc, il y a vraiment une modification.
Et ces gestes barrières sont d'une très, très, très grande importance par rapport à la propagation des microbes. C'est indéniable. Il n'y a plus d'épidémie de crèche. Alors, c'est sûr qu'il y a des masques dans les crèches, mais les enfants sont plus malades. Donc, il faut gérer tout ça. Il faut apprendre à utiliser les masques. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il y a eu moins de prématurés. Des prématurés légères, hein, c'est-à-dire que les mamans ont été beaucoup moins stressées parce qu'elles restaient à la maison. Je crois qu'une grande opportunité de cette crise, c'est apprendre à gérer le télétravail. Vraiment, le télétravail bien géré donne aux parents beaucoup plus de temps d'échange entre eux et beaucoup plus de temps d'échange avec leurs enfants. Donc, que du télétravail, c'était néfaste. Pas du télétravail, ça sera certainement plus jamais possible. Je crois qu'on va pouvoir mixer les deux modes de travail et la famille va s'en trouver vraiment renforcée. Et trouver un équilibre pérenne, moins perdre de temps dans les transports et donc trouver un peu de qualité de vie, un peu plus de quantité de temps et de qualité de vie. Vous, c'est ce que vous constatez? Bien sûr, les parents nous le disent. Ils se sont remis aussi au point de vue des activités physiques. On avait beaucoup axé sur... les parents faisaient du sport dans des salles de sport ou dans des... Et maintenant, tout le monde revient à aller marcher au parc, sur notre conseil d'ailleurs, hein, puisqu'on parle des 1000 jours. Au lieu que les parents aillent faire dans leur salle de sport, maintenant tout le monde le dimanche va pique-niquer en forêt avec éventuellement des amis. On a vraiment l'impression que les gens reviennent à des choses très très simples et retrouvent des valeurs de la nature et des gestes simples. Et ça serait souhaitable que ça perdure, je crois. Et ce que je remarque aussi chez les parents, quel que soit leur milieu, c'est une vraie réflexion sur l'écologie et une vraie réflexion, comme l'a dit Pascal, sur ce qui vraiment est indispensable dans une famille. L'essentiel remis un peu en top des préoccupations, c'est ce que vous nous disiez en préparant cette émission. C'est le rôle aussi de nous professionnels, vous professionnels de la petite enfance, d'essayer de passer ces messages, de sortir les choses positives justement de cette crise pour en garder des bonnes habitudes. Oui, bien sûr, c'est une grande partie de nos consultations. En pédiatrie, on fait énormément de prévention, énormément d'éducation pour la santé. Mais c'est vrai qu'on réadapte maintenant Bonne Vie. Les gens rentrent chez eux à 18h et la soirée est longue. Et on revoit, les gens nous racontent qu'ils font des jeux de société. Alors, c'est au-delà de 2 ans, puisque ce soir, on parle des 1000 jours. Mais ils se remettent à jouer avec leurs enfants. Ils prennent le temps, beaucoup plus qu'avant. Et les familles qui vont bien, qui ont la chance de vivre dans des conditions assez agréables, vont beaucoup mieux qu'avant la crise. Et malheureusement, les familles qui vont mal, on est là pour les aider, pour être, comme on a parlé tout à l'heure, beaucoup de solidarité par rapport à la nutrition et à l'alimentation. Je crois qu'il y a d'autres formes de solidarité aussi pour trouver des loisirs, pour garder des enfants. J'entends parler dans les immeubles d'apéritifs de bas d'immeubles. J'entends parler de choses qui sont jolies. Ça aussi, on avait l'impression qu'au début, effectivement, il y avait ça, et puis que le temps a fait qu'on s'est un peu habitué, qu'on a repris un peu nos mauvaises habitudes. Mais j'entends tous ces messages positifs qui perdurent. Alors, c'est peut-être différent, là aussi, entre les villes, entre Paris et la province, entre les villes et la campagne. Mais cette notion relationnelle et du renforcement des liens, ça, elle est assez universelle. J'aimerais me tourner vers Hélène Romano, justement, sur le regard de la psychologue. Quelle projection un peu positive vous pouvez faire de cette période, de cette nouvelle période après Covid? Allez, on va le laisser derrière nous, ce Covid-19. Mais il y a une nouvelle génération, à la fois de parents, d'enfants, de bébés. Qu'est-ce qui est positif sur le plan psychologique? Et comment faire pour que ça reste positif? Ce qui est positif, c'est qu'on a tous appris quelque chose de cette crise. Et ça, c'est rien que ça d'apprendre quelque chose. C'est important de le souligner parce que dans une société où on est toujours dans l'immédiateté, dans la performance, dans l'ici et maintenant tout de suite, le premier confinement, surtout le second là, nous apprend que le temps, il faut du temps, il faut savoir gérer le temps, gérer l'ennui. La patience. Donc, c'est ce que vous disiez, c'est le retour aux fondamentaux, de nouvelles valeurs. Et ça, c'est positif. Apprendre un peu la patience et toute cette solidarité, le nouvel apprentissage des écrans. Alors, bien sûr, ça, c'est dans les familles, on l'a dit, hein, ça accélère un peu le bien dans les familles qui se portent bien et le mal dans les familles qui se portent mal. Sur le plan psychologique, j'imagine que c'est la même chose. Dans une famille qui va bien, l'écran, c'est pour discuter avec papy, mamie, on gère l'écran et c'est une fenêtre sur le monde. Mais à contrario, on colle une tablette à un enfant quand on ne veut pas s'en occuper, quand on n'a pas le temps parce qu'on est pris par d'autres. Oui, on a quand même vu à la reprise des cours fin mai, début juin dans les établissements scolaires, entre autres dans les grandes villes,
beaucoup d'enfants qui avaient passé 10-15 heures derrière les écrans par jour, qui étaient complètement des zombies. Donc, les écrans ont été très bien gérés par certains parents. D'autres, ils ont fait ce qu'ils ont pu, parce que quand vous êtes en télétravail, que vous avez 2 ou 3 enfants à gérer en même temps, au bout d'un moment, ils craquent, ils mettent des dessins animés, ça c'est vrai. Et on a vu beaucoup d'enfants qui sont restés des heures derrière des écrans avec pas forcément toujours des thématiques adaptées à leur âge. Je pense aux informations qui étaient quand même extrêmement anxiogènes et des parents qui n'avaient pas forcément les repères pour décrypter, nommer les choses et dire les choses. Mais un point positif aussi dans le confinement, parce que dans cette période de la pandémie, c'est très important dans une crise psychiquement d'en apprendre des choses. On apprend des épreuves et c'est ça qui nous aide à aller vers l'avant. Il y a probablement eu aussi une prise de conscience pour certains de l'importance des liens en termes de liens sécures, des liens familiaux. Les grands-parents, ils ont beaucoup manqué aux petits-enfants et avant le confinement, il y a certains grands-parents qui existaient peu, pas beaucoup, c'était tellement habituel que mamie soit là le mercredi qu'on faisait plus attention. Donc, l'importance du lien à l'autre, le temps passé avec les enfants, ça c'est vrai que beaucoup de parents l'ont dit, même si ça a été épuisant. Les parents ont pris plus de temps pour raconter l'histoire du soir, parce qu'ils n'avaient pas 2 heures de transport. Le matin, il ne fallait pas se lever à 8 heures. Le rythme du sommeil aussi. Il y a eu beaucoup de choses positives et je vous rejoindrai, il ne faut pas qu'on les oublie, ces choses-là, pour aller de l'avant, parce que très souvent, malheureusement, on prend vite les mauvaises habitudes. Et ça a été une telle épreuve, ce confinement et cette pandémie, qu'au-delà de la période qui, j'espère, va bientôt se terminer, il faudrait qu'on arrive à retrouver cet esprit créatif que le Covid nous a contraints à développer. Et l'importance des liens et le retour aux fondamentaux, on l'a vu sur l'alimentaire, on l'a vu sur le temps passé, on l'a vu sur les activités, on l'a vu sur beaucoup de choses. On arrête d'être dans l'hyperconsommation de tout et de rien et on revient aux valeurs fondamentales. Et ça, c'est quand même un message fort que nous laissera ce satané virus. Voilà, restons sur cette note positive. Mais merci à toutes et à tous pour ces visions positives qui nous confortent dans le fait que dans chaque crise, il y a aussi des choses positives, il y a aussi du bien, des visions, des réflexions, des actes et des innovations qui font avancer, qui nous font avancer dans le monde aussi. Et les 1000 premiers jours, ils sont différents avant la crise, après la crise, mais avec des points positifs également. Il faudra peut-être s'habituer aussi pour les prochaines crises. C'est le temps de vos questions maintenant. N'hésitez pas, je vois qu'il y en a plein qui arrivent sur la tablette. Posez vos questions sur vos ordinateurs, sur vos smartphones. Nous y répondons. On vous répond. À cette troisième et dernière partie et avec vos questions. Allez, je vais les prendre à la volée et puis j'allais dire vous levez le doigt pour répondre, nos experts. Bon, c'est un peu plus compliqué quand on a Pascal qui est en studio, mais en visio, on va adresser les questions aux experts les plus compétents pour y répondre. Envisage-t-on de soutenir les professionnels de la petite enfance par des séances d'analyse pratique après cette désorganisation totale et ce manque de repères et de référents? L'idée un peu, c'est le retour d'expérience. Alors je vais peut-être me tourner vers Hélène, puisque vous travaillez, vous, dans des structures de petite enfance, pouponnières, etc. Est-ce qu'il y a alors nous, en médecine d'urgence, on appelle ça des rétex, des retours d'expérience. Vous connaissez bien aussi, puisque vous pratiquez les cellules d'urgence médico-psychologiques. Est-ce que ça a existé, finalement? Est-ce que ça existe dans les structures de petite enfance? Alors, certains départements l'ont mis en place. Moi, je l'ai vu mise en place dans certains départements à l'initiative de présidents de conseils départementaux pour l'ensemble des professionnels, petite enfance et enfance. C'est des initiatives locales et je trouve que ça serait absolument fondamental. C'est une véritable hygiène psychologique pour tout le monde parce qu'il y a eu beaucoup de stress du côté des professionnels, il y en a encore. Leur propre stress, gérer le stress des patients, des usagers, c'est pas évident. Mais entre un rétex qui est quelque chose de très administratif et qui, pour moi, est très important, qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, c'est ça, d'apprendre de la crise, c'est aussi fondamental. Il y avait une autre dimension à la question, en tout cas que moi j'ai entendu en tant que psycho, c'est la dimension des analyses de pratique. Et là, c'est une sinistrose totale pour des raisons financières la plupart du temps, c'est-à-dire que dans les équipes soignantes, les équipes qui s'occupent de la petite enfance, d'avoir des espaces d'analyse de pratique, c'est un coût forcément. Et malheureusement, très peu de responsables institutionnels réalisent à quel point c'est fondamental que les professionnels puissent s'exprimer sur leur stress, leur angoisse, leur questionnement, comment ils ont géré ou comment ils n'ont pas bien géré. Ça, c'est extrêmement compliqué parce que ça fait souvent peur aux institutions. C'est une question financière aussi souvent.
mais ça va coûter beaucoup plus cher d'avoir des professionnels épuisés psychiquement. Donc il y a les deux dimensions, organisationnelle et psychologique, et les deux sont pour moi importantes. Et donc ça reste des initiatives un peu personnelles, locales, du bon vouloir, du management local ou des ressources locales tout simplement, mais il n'y a rien d'institutionnalisé. Non, c'est en tout cas pas du tout institutionnalisé. Dans les plans blancs, c'est pas prévu en tant que tel. Les rétex, c'est habituel dans toutes les grosses crises maintenant, depuis qu'on en gère, on en fait tout le temps, mais ça c'est administratif. La question de l'analyse des pratiques n'est pas du tout instituée et rendue obligatoire. Pourtant, ça devrait l'être au même titre que les formations initiales. C'est vraiment très important de comprendre que les professionnels, ils font ce qu'ils peuvent. Et des êtres humains sont des êtres humains, c'est pas sans limite. Et c'est extrêmement émotionnellement chargé que de s'occuper de gens qui sont stressés, qui sont en souffrance, qui ont mal, qui sont pas bien. Donc, il faut prendre soin aussi des professionnels pour qu'ils prennent soin des gens. Catherine, vous avez participé en tant que pédiatre, donc vous êtes un peu au carrefour de différentes équipes qui s'occupent de la petite enfance. Est-ce que vous y participez en tant que pédiatre à ces espèces de retours d'expérience ? Je trouve que dans les crèches, même si c'est pas formalisé de façon administrative, il y a quand même des temps de rencontre entre personnels où il est possible qu'ils expriment leur questionnement, leur vécu, leurs difficultés. Là, ce que je crois comme professionnels de petite enfance qui sont le plus en difficulté, c'est certainement les assistantes maternelles. Ils sont beaucoup plus isolés, même s'il y a des réseaux de rencontres entre elles. Ces réseaux sont pas encadrés et je pense que c'est elles qui ont le plus de difficultés pendant cette crise. En tout cas, on l'a vu au début où elles avaient très très peur. Dans les crèches, il y a plus d'échanges, je pense. On a parlé de précarité tout à l'heure alimentaire, mais il y a aussi la précarité tout court. Et cette précarité, c'est aussi dans l'accompagnement psychologique. On a une question, qu'en est-il des dispositifs de soutien aux accompagnements psychologiques ? Donc on y est répondu, on vient d'y répondre, il n'y en a pas beaucoup. Et la personne qui nous pose la question nous dit « Notre association en Bretagne propose des accompagnements en art-thérapie ». Donc on est au-delà de l'analyse de pratique, on est dans une solution, dans un atelier d'art-thérapie auprès de personnes précarisées et de soutien à la parentalité, en particulier au Centre Enfance et Parentalité à Saint-Grégoire. Ça, c'est des choses qui restent des initiatives, encore une fois, très isolées, très locales. Oui, il y a eu beaucoup d'initiatives. Alors, pour le coup, première période de confinement, il y a eu énormément d'associations de toutes sortes qui se sont mobilisées gracieusement pour pouvoir proposer de l'aide, du soutien. La deuxième période, c'est plus compliqué parce que les associations, il faut aussi qu'elles puissent vivre, les professionnels aussi. Le ministère a mis en place des plateformes téléphoniques, mais c'est une bonne initiative, sauf qu'elles sont souvent gérées par des psychologues qui ont été recrutés en sortant de l'université, donc sans formation parce qu'ils coûtent pas cher, ou par des professionnels des associations, qui en particulier qui sont spécialisées dans l'accompagnement au deuil et qui sont retrouvées assez démunies parce qu'avoir quelqu'un au téléphone qui va pas bien, c'est pas du tout pareil que de l'avoir en face à face. Donc, on a eu un vrai problème entre des bonnes intentions, des bonnes volontés et la réalité de ce qu'il en est. Les consultations un peu spécialisées ont été totalement débordées et l'accès aux soins psychiques, et ça c'est une vraie question pour moi éthique, n'est pas du tout égalitaire dans notre pays. Alors on parle de l'attention portée à la question alimentaire, mais la question de la santé et de la souffrance psychique, moi je pense que les gens devraient, quel que soit leur revenu, pouvoir avoir accès à un psychologue formé ou un psychothérapeute ou un pédopsychiatre formé. Et actuellement, c'est extrêmement compliqué. Il y a des délais d'attente assez phénoménaux dans les services publics et dans le service privé, il faut pouvoir payer, bien évidemment. Et il n'y a pas une égalité des chances dans la prise en charge. Et on parlait des familles précaires, psychiquement, j'entends, qui ont été en grande difficulté, qui le sont encore. Je pense aussi à celles qui vont s'effondrer post-Covid, parce qu'il y a celles qui tiennent là et on sait que tenir face au stress, il y a toujours un risque fin de stress, d'effondrement, et j'en entends pas parler et on est plusieurs à être assez inquiets sur ce sujet-là. Qui sera là pour les écouter? Qui sera là pour les prendre en charge? On leur dira c'est fini le confinement, ça va bien, il faut passer à autre chose. On l'a vu sur d'autres types de crises, d'autres types d'événements dramatiques. Quand les gens souffrent dans le temps, à plusieurs mois après la fin d'un événement, il n'y a plus personne pour les écouter. Et là, c'est une question éthique de prendre soin de nos bébés, de nos petits qui sont nés en cette période, mais aussi des grands qui possiblement auront des troubles dans les mois, dans les années à venir et qui auront besoin d'aide. Et là, il faudrait un vrai plan d'État sur les soins psychiques et sur l'accompagnement psychique, comme il y a des plans alimentaires et pour l'instant, c'est strictement pas la priorité affichée officiellement.
En tout cas, le volet psychologique a pesé dans la décision notamment de ne pas faire ce 3e confinement, en tout cas de le retarder au maximum, parce qu'il y avait beaucoup d'alertes de vos collègues psychologues. Nous, ce qu'on voyait aussi dans les cabinets ou aux urgences, de détresse psychique, effectivement. On a parlé du mot parentalité. Pascal, notamment, une question pour vous. Pascal nous a dit que les jeunes ne se projettent plus autant qu'avant dans la parentalité, alors que les familles se sont rapprochées. Et c'est la question, est-on dans un tournant démographique, une redéfinition de la famille sans enfants ? Alors, je pense que c'est sans doute ce qui est en train de se passer parce que il y a cet effet un peu que prennent en compte les jeunes de l'écologie et on pense qu'en effet, c'est sans doute d'avoir beaucoup trop d'enfants, ça pèse évidemment sur les ressources. L'Europe vieillit depuis longtemps et c'est vrai que par rapport à nos voisins, on était un des seuls pays qui continuait à avoir beaucoup d'enfants en fait, en termes de natalité. Donc oui, je pense qu'on a déjà eu ça entre 1975 et 2000, une très forte baisse de la natalité qui a été liée aux crises économiques. Donc il y a vraiment le facteur qui est quand même lié à cette crise. Donc là, les angoisses qui font qu'on ne peut pas forcément se projeter, peut-être une crise économique qui va suivre. Et sans doute ce phénomène de fond, mais ça sera vérifié de savoir si les jeunes générations vont choisir de changer un petit peu de façon de voir les choses pour préserver la planète. En tout cas, c'est à suivre. Ce que j'entends, c'est aussi bien Hélène Romano qui dit à suivre, même si la crise, on a l'impression que la crise, ça va être on-off. Il y avait l'avant-crise et puis que la crise, là, elle va s'arrêter. Vous, c'est pareil, c'est une tendance de fond qui va se mettre en place ou pas. Oui. L'accompagnement psychologique, pareil, ça va être une tendance de fond. On voit bien que ça va pas être du on-off et c'est pas au moment où on enlèvera les masques, on aura vacciné tout le monde, que tous ces problèmes ou ces solutions vont s'arrêter ou vont disparaître. Je voudrais passer la parole à Damien et Benjamin pour une question. On a entendu derrière votre discours que la crise sanitaire était peut-être finalement une solution à la crise sociale, ou en tout cas elle en était le prolongement, mais que des solutions ont été trouvées dans l'urgence. Et la question, c'est est-ce que cette crise sanitaire, elle ne vient pas finalement résoudre, colmater, trouver des nouvelles solutions à la crise sociale ? Et finalement, ça serait un bienfait. Damien ? Alors, je suis désolé, j'ai une connexion qui saute un peu. Donc, allez, je vais reprendre la question. Est-ce que la crise sanitaire qu'on a vécue et qui a vu se mettre en place de nouvelles solidarités, de nouveaux repérages aussi de familles précaires, etc., ou en voie de précarisation, mais finalement, ce n'est que la suite de la crise sociale, gilets jaunes, etc., et donc les solutions qui ont été mises en place, est-ce que finalement, cette crise sanitaire, c'est pas une solution à la crise sociale qui était là et qui était préexistante ? Ou Benjamin d'ailleurs. Ouais, je peux prendre le relais du coup, je viens au secours de Damien là. Damien, c'est l'universitaire. Ça c'est venu accentuer des tendances. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, très bien. L'image qui se fiche de temps en temps. Allez-y Damien. On vous écoute Damien, allez-y. Allez, on a perdu Damien, on va essayer de le retrouver. Benjamin. À vous. Alors, moi, je pense qu'il faut rester prudent. Enfin, je pense qu'effectivement, cette crise a amené les gens à réfléchir autrement. Et encore une fois, on a décrit les opportunités et elles sont bien là. Maintenant, moi, je pense que le vrai sujet, c'est de voir aussi comment ces nouvelles solidarités vont prendre de l'ampleur et vont s'inscrire dans la durée. Et je pense que les deux points sont importants, c'est-à-dire de l'ampleur, c'est-à-dire encore une fois, on reprend les chiffres de l'aide alimentaire, on passe de 6 à 8 millions. Aujourd'hui, avant la crise, on disait qu'il y avait environ 11 à 13 millions de personnes en insécurité alimentaire en France. Maintenant, ce chiffre il doit être beaucoup plus important. L'enjeu, c'est effectivement aujourd'hui d'identifier ces nouvelles solidarités et d'investir sur ces nouvelles solidarités. Et donc là, il y a un enjeu à la fois au niveau des pouvoirs publics, et je peux rappeler que déjà c'était une vraie difficulté, et ça l'est toujours au niveau des pouvoirs publics, d'investir sur les solidarités et sur le système d'aide alimentaire. Donc aujourd'hui, quid des capacités des pouvoirs publics avec l'effort énorme qui a été fourni pendant cette crise sur bien d'autres sujets, et dans la durée. Et c'est là où effectivement il faut que on puisse aussi avoir de l'investissement privé et qu'on maintienne ces solidarités dans la durée.
Vous êtes optimiste ou pessimiste ? En ce moment, mon cœur balance. Moi, par nature, j'ai plutôt tendance à être optimiste et je pense que je pense qu'il faut l'être parce que je pense que c'est rester optimiste, c'est certainement la meilleure façon de rester focalisé sur ces éléments positifs qui se passent. Et c'est certainement la meilleure façon de se sortir de cette crise-là. Je pense qu'aujourd'hui, broyer du noir et dire que globalement, on n'est qu'au début de la crise économique et que le chiffre des 8 millions va atteindre les 15 et que le système d'aide alimentaire va s'écrouler, ok, c'est peut-être un scénario, mais se projeter uniquement sur ce scénario-là, je pense que ça ne nous aidera pas. Christine vous demande à vous, Benjamin, directement, parce que vous dirigez le programme Malin, est-ce que tous les services de PMI de France sont au courant de votre programme Malin ? Non, alors, il faut savoir que le programme Malin aujourd'hui est pas très connu parce que on existe depuis, l'idée est sortie il y a une dizaine d'années et on a travaillé pendant entre 5 et 7 ans là sur une phase pilote pour bien construire le programme en lien avec les familles et les acteurs de terrain. Donc au départ, on s'était limité à 3 territoires. Aujourd'hui, on a commencé à donner un peu d'ampleur puisqu'on est présent dans 14 départements. On travaille sur 2 départements avec les services de PMI, Loire-Atlantique, Mayenne. Et aujourd'hui, Malin, l'enjeu là, c'est justement l'enjeu de l'ampleur avec un déploiement national qu'on espère imminent, avec un partenariat avec la CNAF qui est en train de se finaliser, la capacité de proposer et présenter le programme à l'ensemble des allocataires. Et d'ailleurs, peu importe leur niveau de revenu, sur le volet conseil, ça concerne tous les parents, le volet budgétaire, les familles en difficulté. Et une fois que ce premier volet via la CNAP va s'activer, on essaiera effectivement de faire de l'information au niveau des départements pour pouvoir mobiliser les PMI qui sont pour nous des acteurs clés sur l'accompagnement des familles, notamment les plus modestes. On revient à notre psychologue et notre pédiatre avec une question pour vous deux. Vous parlez de traumatisme psychique. Comment aider les familles à ne pas taire ce vécu et comment accompagner ces tout-petits ? Est-ce que la consultation pédiatrique est le bon moment ? Quelles structures de soutien vers lesquelles se tourner, Catherine ? Je crois que la consultation pédiatrique est au moins l'occasion de parler de ce qui se passe et je pense que maintenant, toutes les consultations, quel que soit l'âge de l'enfant, commencent toujours par comment vas-tu ? Enfin, ça commence toujours par comment vas-tu, mais là, que penses-tu de ce que nous venons de vivre ? Qu'est-ce que tu penses du masque pour les plus grands ? Je crois qu'on pose toujours la question et ça permet de savoir ce que l'enfant a compris. On vient de faire une enquête à l'AFPA sur le port du masque et on s'aperçoit que si les parents ont bien compris le port du masque et si les parents sont d'accord avec le port du masque, l'enfant le supporte beaucoup mieux que dans les familles où les parents sont opposés pour une raison qui leur appartient à l'obligation du port du masque. Donc je crois que c'est ça la question, c'est à partir du moment où on peut parler, à partir du moment où on peut expliquer, et je pense que Hélène va le dire avec des termes beaucoup plus techniques, la pression et l'anxiété des parents diminuant, celle des enfants va diminuer aussi. Et ça c'est valable pour la pandémie, mais c'est valable pour toute autre chose. Et donc la consultation pédiatrique, c'est un bon moment un peu de dépistage, de dialogue, de... La consultation pédiatrique est une consultation pédiatrique complète, c'est-à-dire les consultations de suivi, puisque nous avons la chance de pouvoir, et les enfants ont la chance de pouvoir être examinés très régulièrement, d'abord tous les mois, puis ensuite tous les ans. C'est toujours une consultation où on fait le point de tout, c'est-à-dire du psychisme, exactement comme du corps, exactement comme de la cognition, c'est-à-dire comment ça se passe à l'école, comment on balaye toute la vie de l'enfant, le sommeil, le sport, et à cette occasion-là, on peut effectivement mettre à jour des difficultés, si tant est qu'on donne le temps à cette consultation et que l'enfant s'y prête et qu'il y a une bonne relation empathique entre lui et son pédiatre. Donc la deuxième partie de la question, quelles structures de soutien vers lesquelles se tourner ? Donc déjà, la première, pour les professionnels qui nous écoutent, c'est de se tourner vers le pédiatre. Est-ce qu'il y a d'autres types de structures vers lesquelles ils pourraient se tourner ? Et puis après, vous, en tant que pédiatre, vers qui vous orientez ? Le pédiatre et le médecin traitant, tous les enfants ne sont pas suivis par des pédiatres, il n'y a pas beaucoup de pédiatres, il y a des médecins généralistes qui font du suivi de l'enfant tout à fait pertinent et on est très content de travailler avec eux. Et quant aux structures vers lesquelles se tourner, je rejoins vraiment à 100% ce qu'a dit Hélène tout à l'heure. S'il y a quelque chose qui est scandaleux dans notre pays et qui
Et c'est vraiment le désert des soins psychiatriques, en particulier chez l'enfant, mais aussi chez l'adulte et aussi chez la personne vraiment malade psychiquement. C'est vraiment très, très compliqué. Donc les parents qui ont un peu les moyens peuvent évidemment être pris en charge par des psychologues libérales, mais les parents qui doivent se tourner vers les structures publiques, qui pourtant sont d'une très grande qualité, je pense au CMP, au CMPEA, c'est très très difficile d'accès, très très difficile. Après, pour les tout petits, puisqu'on est quand même dans les 1000 jours, les PMI ont des psychologues, les PMI ont des puéricultrices qui aident à la parentalité vraiment de façon très très pertinente, mais qui elles aussi sont en très 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 grande difficulté dans notre pays. Bon, le gouvernement vient de mettre en place une commission 1000 jours qui a beaucoup abordé cette question de l'accompagnement psy-périnate, tout ce qui est autour depuis le début de la grossesse jusqu'aux 1000 jours, et toutes les décisions qui ont été prises par cette commission, si par bonheur elles étaient mises en place, aideraient vraiment à cette prise en charge. Vous parliez des tout petits, et après je passerai la parole à Hélène pour les mêmes questions, mais qu'en est-il justement des enfants de moins de 2 ans? Comment on essaie d'accompagner ces tout petits? Comment on décèle les symptômes de cette anxiété? Vous savez, c'est tout notre travail, hein. Le pédiatre, on dit toujours que le pédiatre a 1000 yeux parce qu'il regarde par l'enfant qui joue par terre, parce qu'il regarde... On parlait du masque tout à l'heure, moi je suis très 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 étonnée. On a tous été étonnés de la façon dont on peut faire sourire et rire un bébé, même si on est soi-même masqué. Tout ce qui passe par les yeux, tout ce qui passe par le regard, tout ce qui passe par l'examen de la tonicité du bébé, la façon dont il se tient dans la grande partie de la consultation de pédiatrie se passe dans les bras de la maman, la façon dont elle le tient, la façon dont il se love contre elle, tout ça sont des petits signes qui montrent s'il est en sécurité. Puis après, c'est l'interrogatoire du comment il dort, comment il joue, comment il est... C'est ça la pédiatrie. On peut déceler à propos des cris, à propos des troubles du sommeil chez le tout petit, à propos de la façon dont il se tient, la façon dont il progresse dans son développement psychomoteur, dont il joue, s'il va bien ou s'il ne va pas bien. Et ça se fait toujours avec une évaluation aussi de l'état psychique de la maman, du papa et de l'état de la famille. Merci Catherine. Hélène, même question. Comment aider les familles à ne pas taire ce vécu? Comment accompagner ces tout petits? Alors, je vais répondre, mais juste avant, je ferai un lien avec ce que disait Benjamin. Je pense que nos enfants, nos petits, ils ont besoin que les adultes aient un discours positif sur l'avenir. Et si on est dans la sinistrose constante, ça va être une catastrophe. Donc, même les tout petits, ça va être rude, dur, il faut vraiment avoir un regard positif. Alors, par rapport au psychotrauma de l'enfant, en particulier du bébé, la grande difficulté, c'est qu'il ne parle pas, le bébé. Il va parler par son corps, avec des troubles qui peuvent être alimentaires, du sommeil, d'anxiété, de ne plus jouer, pas investir, rupture de courbes, etc. Et quand il va commencer à parler, il ne va pas vous dire « j'ai peur à cause du Covid » ou assez peu. Il va poser des questions. Les parents vous poseront des questions. Donc, quelques conseils très pragmatiques. Formuler des questions non suggestives, dire plutôt comment, comme ça vient de vous être rappelé, ça c'est important. Et si le parent vous dit tout va très bien, vous pouvez utiliser en levier réflexif ce que vous ressentez. J'ai l'impression, je trouve que c'est très important, ça crée de l'altérité, le JE, que votre bébé a l'air fatigué, que vous avez l'air fatigué. Parce que beaucoup de parents aussi, il y a ceux qui monopolisent l'attention des professionnels, mais il y a ceux qui n'osent pas demander parce qu'ils ont honte, parce qu'ils sont coupables. Donc, eux, il faut aller vers eux. Et si on attend qu'ils nous disent que ça ne va pas, certains, on va attendre longtemps. Donc, vous utilisez comme levier vraiment réflexif ce que vous ressentez. Je vous trouve, j'ai l'impression, je me demande, est-ce que ça ne serait pas lié à cette période particulièrement difficile pour éviter la stigmatisation et la culpabilisation. Et quand un enfant ne va pas bien, ou quand un enfant, avant qu'il n'aille pas bien, on lui parle, même à un bébé, on lui parle, on lui explique ce qui se passe. Plus il est petit, quelque part, plus il faudrait lui parler, parce qu'il n'a pas les mots pour énoncer. Et c'est ce que j'allais vous demander. Il faut être positif, éviter la sinistrose. Oui, quand il y a un dialogue, mais chez un tout petit de moins de 2 ans, comment on peut l'aider? Comment on l'aide à verbaliser ses craintes, ses peurs et comment aider aussi les parents à déceler des comportements qui traduisent l'anxiété? Alors, verbaliser un tout petit, on n'y arrivera pas, même avec beaucoup d'efforts, mais à s'exprimer et surtout à essayer de restaurer ce lien de confiance dans le lien d'attachement avec le parent en lui parlant. Et ça, on le sait très très bien. Moi, j'ai fait beaucoup d'études sur le bébé endeuillé en particulier. Quand le parent parle, exprime ce qu'il ressent. Voilà, je suis triste en ce moment.
Je suis inquiet en ce moment parce qu'il y a un méchant virus qui circule. Mais je suis là, je t'aime. L'enfant, il a besoin de savoir tout petit qu'il ne sera jamais tout seul, qu'il y aura toujours quelqu'un. Et mettre des mots, ça peut paraître très simple, évident, mais ça l'est tellement que beaucoup de parents ne le font pas. Il est bébé, ça ne sert à rien de lui en parler. Il est trop petit, il ne va pas comprendre. Donc, aider l'enfant à dépasser cette période de stress, d'insécurité qui pourrait conduire à des troubles, c'est mettre des mots sur les changements, la situation, le ressenti du parent. Et c'est comme ça qu'on y arrivera. Et quand un enfant un peu plus grand vous pose une question, dernier point très important, parce que comme ils sont inquiets et qu'ils commencent à babiller, ils peuvent poser des questions. Essayons d'éviter de se précipiter sur une réponse et de lui demander ta question est importante. Qu'est-ce que toi, tu as compris? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que le virus, il va partir? Est-ce que le virus, il va nous tuer? Est-ce que tu vas mourir aussi? Vous voyez, ces questions bien sympathiques qui nous laissent dans un état d'impuissance terrible. Qu'est-ce que toi, tu crois? Il n'y a jamais de questions gratuites. Un enfant, il pose une question parce qu'il a déjà élaboré une théorie. Si vous ne voulez pas être à côté, il faut essayer de faire un décryptage juste avant. Pour les tout petits, le rapport aux écrans, aux chaînes d'information continue, comment, parce que c'est très anxiogène aussi, même s'il n'y a pas une compréhension de ce qui se passe, il y a bien, un caractère anxiogène ou un climat anxiogène que le plus petit peut percevoir. Tout à fait. Alors surtout, on l'avait vu au moment ça on l'a étudié au moment des attentats en particulier, qui les chaînes d'infos qui étaient en continu à la maison avec les parents qui étaient extrêmement anxieux. On l'a vu première période du confinement. Et là, maintenant, on a des parents qui coupent davantage les chaînes d'infos ou qui écoutent juste ponctuellement. Et les enfants, même petits, peuvent avoir accès, parce que les plus grands regardent Internet, à des images, à des écrans, à des choses extrêmement violentes. Donc, le décryptage, l'éducation du parent par rapport aux images est important, même à un petit. Et quand on a un bébé, on ne laisse pas un bébé avec un cosy devant une chaîne d'infos continue. On est dans l'interaction avec lui et on n'utilise pas la tablette pour une application pour créer du lien avec lui. Donc, il faut vraiment prendre du temps avec les parents. Et là, les pédiatres, les puères, les sages-femmes, tous les professionnels de la petite enfance sont vraiment les ASFAM aussi, on en a parlé tout à l'heure, les asthmates sont des personnes très importantes pour aider les parents, pour leur apprendre à digérer les images, mais leur apprendre aussi à éviter de gaver leur enfant d'images. Ça, c'est fondamental. On arrive sur la fin de notre émission. Je voudrais vous demander à chacun, on va faire un tour de table virtuel, le mot de la fin, mais sous forme d'action positive, à prendre, à faire, d'initiatives positives. S'il y avait une seule chose à faire ou à retenir de cette crise et à changer pour que le monde d'après, dont on parle beaucoup, soit plus positif, moins dans la sinistrose, pour reprendre le terme d'Hélène. Allez, Catherine, vous commencez ? Un seul mot ? Oui, enfin une action, quelque chose à faire. Je dirais garder cette cellule familiale cohérente, penser à se parler et penser à se regarder et à regarder les enfants. On pourrait dire manger en pleine conscience, vivre en pleine conscience, si on voulait résumer. Pascal ? Moi, je dirais garder toutes les bonnes habitudes, oui, de faire la cuisine soi-même, de passer du temps autour de la cuisine, parce que quand on se préoccupe de ce qu'on mange, eh bien, en effet, ça a des effets bénéfiques pour la santé. Mais attention, mieux, mais moins. C'est ce qu'on a retenu aussi, parce que les plus 3% d'obésité, oui, ça, c'est un chiffre... Pas trop plaisir et penser un peu alimentation saine. Ouais. On fait des légumes et on fait moins de gâteaux, parce que c'est vrai que c'est le moment... on fait un gâteau, c'est un peu le moment qui réunit la famille. Non, mais on peut faire autre chose. Ouais. On peut faire autre chose que de la pâtisserie. Hélène ? S'il y avait un mot, ça serait vivre. S'il y a plusieurs mots, ça serait penser l'avenir, P-A-N-I-P-E-N, et s'autoriser à croire qu'il y a un avenir et avoir appris de cette épreuve. Je pense qu'on apprendra beaucoup. Il faut essayer d'apprendre en mettant un filtre positif sur cette période très compliquée et se projeter dans l'avenir. Nos enfants, nos petits, nos ados aussi, ils ont besoin qu'on croie en l'avenir. Et la mort, ça fait partie de la vie. La souffrance, ça fait partie de la vie. C'est aussi une réalité très rude. Nous a appris ce confinement qui a été source de deuil multiples en termes de pertes ou de deuil pour ceux qui ont perdu des proches. Il ne faut pas oublier, par rapport au nombre de personnes décédées, on doit avoir plus de 100 000 personnes qui ont été endeuillées. C'est extrêmement important par rapport à la population globale et par rapport au nombre de personnes endeuillées habituellement. Donc, penser l'avenir de façon positive, croire en la vie, je pense que c'est un message qu'on doit porter pour les petits et pour les petits. Carpe diem, donc on va se reculer un peu, on va regarder du côté des autres et de la solidarité avec Damien. Un mot, une action. Je parlerai
parlerai peut-être d'empathie, un regard empathique sur tous les gens qui nous nourrissent et qu'on avait un peu perdu de vue et qui sont redevenus visibles à la faveur de la crise, que ce soit les agriculteurs, tous les personnels qui ont des travaux assez pénibles dans les industries agroalimentaires, les chauffeurs routiers qui distribuent l'alimentation, les hôtes et hôtesses de caisse. Voilà, donc avoir toujours ce regard empathique sur toutes ces personnes indispensables qui nous nourrissent aujourd'hui. C'est un beau mot qu'on connaît bien dans la relation médicale d'ailleurs. Benjamin ? Moi, j'aime bien le mot de la fin de Damien, mais j'en choisirai un autre pour jouer le jeu, mais il me parle beaucoup, je trouve. Moi, je dirais peut-être essayer de s'engager un peu pour les autres aussi, c'est-à-dire trouver des actions concrètes. Et il n'y a pas que des associations, il y a des initiatives qui sont prises dans les quartiers. Essayer de voir si on peut passer du temps pour les voisins, enfin essayer de nouveau aussi. On a été beaucoup sur se refermer sur son propre cercle, son cercle familial, son cercle individuel, parce qu'on était peut-être s'est senti un peu en danger là. Et je trouve à titre personnel, on a envie de. Et je pense que ça va être important que chacun repasse du temps aussi pour les autres et pas que pour soi-même. Voilà. Local, concret et solidaire. Merci à toutes et à tous pour ces mots de la fin, ces actions positives, pour vos participations et votre engagement à nos côtés, pour cette première grande causerie du Forum des Tout-Petits. Je vous rappelle que tous les contenus qui ont été produits, les podcasts, sont mis en ligne depuis début février. Ils sont toujours disponibles sur la plateforme des rencontres. N'hésitez pas à les faire connaître, les écouter, les partager. Vous y retrouverez les podcasts de la collection Les 1000 jours des Tout-Petits, les vidéos des associations, le grand quiz et bien évidemment la grande causerie que l'on vient de passer et de faire ensemble. Nous l'avons réalisé ensemble. C'était solidaire, c'était chaleureux. J'espère que c'était empathique et que vous en avez profité. Bonne soirée à tous et à très vite.